Et nous retrouvons donc, comme chaque lundi, notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est avec nous en visioconférence pour ce quart d'heure américain du lundi, qu'on retrouve donc désormais à 13h30, à 17h45 également, ou encore en replay, bien sûr, sur le site bismart.fr. Bonjour et bienvenue, Pierre-Yves. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Back to business, donc avec vous, avec une actualité américaine qui sera chargée tout au long de cette année. Je parle bien sûr de politique, mais avant cela, c'est un petit peu ce qu'on évoquait avec nos invités juste avant, Pierre. L'idée que les marchés, les investisseurs vont se tourner dans les prochains jours vers les entreprises et les résultats d'entreprises, avec une saison toujours particulière, puisqu'on parle là des résultats annuels des grands groupes qui vont être publiés à partir de ce vendredi. Qu'est-ce qu'on attend des entreprises américaines à l'issue de l'année 2023 ? Alors, je vais prendre les statistiques telles qu'elles sont compilées par FactSet et qui nous donnent une idée de ce que l'on anticipe pour 2024 dans le cadre de ce scénario d'atterrissage en douceur. On va essayer d'oublier que dans le mot atterrissage en douceur, il y a le mot atterrissage et il y a le mot douceur. Plus 12% pour 2024. Comme par hasard, ça ne commencerait pas au premier trimestre. Ce serait surtout au quatrième trimestre 2024 qu'on aurait des performances magnifiques, parce que ce que l'on attend, en tout cas pour ce dernier trimestre 2023, dont les résultats tombent à partir en gros de vendredi, c'est une misérable performance d'un peu plus de 1%, 1,3% semble-t-il, pour les profits des entreprises moyens par action pour l'indice S&P 500. Vous vous souvenez que fin septembre, on attendait plus de 8%. Donc on est passé de 8 à plus 1. Et qu'est-ce qui nous dit que la même chose ne va pas se reproduire ? C'est d'autant plus frappant que depuis la fin septembre, les nouvelles sont plutôt bonnes en matière d'inflation. Donc soyons extrêmement prudents dans l'interprétation de ces statistiques globales. Et rappelons ce que notre invité il y a quelques minutes signalait en passant, à savoir que que je ne vous dise pas de bêtises, 72% des valeurs du S&P 500 ont moins performé que la moyenne. Ah oui. Donc c'est extrêmement déséquilibré en faveur de ces fameuses Magnificent Seven. Et alors là, je veux faire une parenthèse parce que je ne peux pas résister. Vous savez d'où vient l'expression Magnificent Seven ? Ah non, je veux bien que vous nous le rappeliez, effectivement. Vous avez vu le film Les 7 mercenaires ? Oui. Ben, les 7 mercenaires, en anglais, c'est The Magnificent Seven. Donc c'est un clin d'œil à ce film. Simplement, si on le traduisait, Microsoft, Nvidia et ses consoeurs par les 7 mercenaires, ça ferait un petit peu bizarre. Ce serait moins flatteur, c'est ça, pour ces entreprises, d'être traitées de mercenaires, Pierre-Yves. Voilà, ça ferait un petit peu désordre. Donc, on aurait 12% cette année, ça serait vraiment bien dans le contexte d'un atterrissage en douceur. Alors, ce qui me frappe aussi, c'est pas simplement la forte correction depuis la fin septembre, mais c'est également la manière dont le marché a réagi à la publication de résultats au cours des 3 dernières semaines par des sociétés dont les calendriers de publication sont en retard par rapport aux autres. Nike, Conagra, FedEx, Walgreens Boots, qui est une société qui n'est pas très connue en France, mais qui est très importante aux États-Unis. C'est la plus grande chaîne de drugstores. Toutes ont beaucoup déçu. Toutes ont révisé à la baisse leurs perspectives pour les prochains mois. Toutes ont tiré le signal d'alarme en disant « Attention, le consommateur américain est fatigué, il est extrêmement sensible aux hausses de prix. » Et toutes ont été sévèrement pénalisées par le marché dans les heures qui ont suivi la publication de leurs résultats. Mais ça ne fait rien, on continue d'être euphorique sur les marchés d'actions, encore que ça se soit un petit peu calmé depuis le début de l'année. Et relativement euphorique aussi sur le marché obligataire. Maintenant que j'ai pris l'habitude d'aller consulter cet outil extraordinaire du Chicago Mercantile Exchange, du CME, qui nous permet de voir en probabilité l'évolution selon les paris pris par les traders
des Fed Funds, on voit qu'on est de l'ordre de 60% de probabilité de réduction des Fed Funds début mars, et ensuite on est à plus de 80 et on atteint 100% successivement pour le mois de mai, pour le mois de juin, pour le mois d'août, pour le mois de septembre. Ce qui suppose non pas un atterrissage en douceur, mais une récession. Donc, en gros, on a un marché obligataire qui se prépare à une récession, mais ne veut pas le dire, et un marché d'actions qui est persuadé qu'on aura un atterrissage en douceur, ce qui est censé vouloir dire pas beaucoup de hausse de chômage et une baisse de l'inflation tout à fait rassurante et une poursuite de la croissance. Bon. Je me demande si ces deux scénarios sont compatibles. Ah oui, je ne sais pas. Non, mais... Ce qui nous amène en tout cas à nous poser la question de la valorisation. Et là encore, notre invité un peu plus tôt l'a bien dit, on est autour de 19 en ratio prix-bénéfice anticipé. C'est un peu plus que la moyenne des dernières années, qui est quand même faussée par une pratique de taux d'intérêt quasi nul par les banques centrales, ne l'oublions pas. Donc moi, il me semble que nous sommes, en dépit de la petite correction qui a commencé depuis le début de l'année, on est encore dans une situation où on anticipe le meilleur et on croise les doigts. Ça, c'est sûr que le marché a sans doute anticipé beaucoup de très bonnes choses pour la suite. On est peut-être pricé pour la perfection, comme on dit. Et partant de là, effectivement, il y a peut-être manière à se faire un petit peu peur, ou en tout cas à réévaluer peut-être la trajectoire des choses par rapport à ce que le marché anticipait encore en fin d'année dernière. Pierre-Yves, ouvrons peut-être le dossier politique avec la perspective des premières primaires républicaines. La première se tient la semaine prochaine dans l'Iowa. Et donc, les affaires sérieuses vont commencer pour les candidats républicains à l'élection présidentielle américaine. Quel est l'état des forces en présence à ce stade, Pierre-Yves ? C'est assez catastrophique, mais n'accordons probablement pas trop d'importance à ce caucus de l'Iowa. Ce ne sont même pas des primaires. Les gens se mettent dans le coin d'une grange pour exprimer leurs intentions de vote. Il n'y a même pas de bulletin mis dans des urnes. Vous vous souvenez qui avait gagné les primaires de l'Iowa, les primaires républicaines ? Non, là, il faut que vous me rafraîchissiez la mémoire. C'était Ted Cruz, c'était pas Donald Trump. Et avant lui, c'était Rick Santorum. Vous avez oublié qui était Rick Santorum ? Moi, jusqu'à ce que je le vérifie hier soir, j'avais oublié aussi. Donald Trump va gagner probablement très largement, si l'on en croit les sondages, dans ce caucus de l'Iowa. La question, c'est qui sera numéro 2 ? Nikki Haley, qui a maintenant le soutien de pas mal de gens importants à Wall Street, qui ont compris que Donald Trump était psychologiquement quand même un petit peu déstabilisé. Nikki Haley a bien progressé, dispose de beaucoup d'argent. Charlie Koch et tout son réseau de conservateurs libéraux lui ont apporté beaucoup d'argent au cours des dernières semaines. Nikki Haley est en train de remonter, mais va-t-elle remonter suffisamment pour battre en position de numéro 2 Ron DeSantis ? Ce que l'on dit, c'est que si Ron DeSantis est numéro 3 le soir du caucus de l'Iowa, sa campagne est probablement terminée. Il faut absolument que DeSantis tienne une bonne place de numéro 2. Ensuite, on passe le 23 janvier dans le New Hampshire. Là, Nikki Haley est numéro 2 et elle voudrait profiter de cette dynamique pour se rapprocher de Donald Trump, dont l'inévitabilité est de plus en plus frappante, pour ne pas dire choquante, dans la mesure où on sait que, objectivement, la seule chance de réélection de Joe Biden, c'est qu'il est en face de lui Donald Trump. Pour autant, les sondages donnent Donald Trump comme celui qui remportera l'investiture républicaine. Il est frappant, j'écoute tout ce que mes collègues racontent quand ils se rendent dans les meetings de campagne, et il y en a eu beaucoup, ces immenses meetings que seul Donald Trump est capable d'organiser avec des milliers de personnes. Les gens qui viennent écouter Donald Trump et l'applaudir sont des gens qui n'ont l'intention de voter que pour une seule personne, c'est Donald Trump. Ils n'ont même pas pris en considération les autres candidats. Ce ne sont même pas vraiment des républicains, ce sont des Trumpistes.
Et ils voteront toujours pour Donald Trump, même s'il est en prison, même si la Cour suprême le déclarait inéligible. On a arrêté de compter le nombre de procédures judiciaires, pénales, civiles qui sont engagées contre Donald Trump, parce que plus il y en a et plus il grimpe dans les sondages. Il bénéficie du soutien indéfectible de gens qui sont plus que républicains, qui n'auraient jamais voté, et jamais voté républicain, mais qui n'auraient jamais voté si Donald Trump n'était pas là. C'est le grand défi qui se présente à ceux qui veulent empêcher Donald Trump de remporter l'investiture. Et Ron DeSantis ou Nikki Haley, peut-être. L'objectif de Trump est bien sûr de tout boucler d'ici Super Tuesday. Super Tuesday, c'est début mars, je le ne 5 vous dis pas de bêtises, le 5 mars. 5 mars, hein, ouais, le 5 mars, on a de très grands États comme le Texas, la Californie, la Virginie. Et si Donald Trump a largement gagné dans ces États-là, les choses seront extrêmement éclaircies pour Donald Trump, qui aura un boulevard devant lui. Trump et les Trumpistes, je crois que Donald Trump a commencé son discours du week-end ainsi, en affirmant devant la foule en folie qu'il allait gagner pour une 3e fois l'élection présidentielle américaine. À suivre, évidemment, pendant encore plusieurs semaines et plusieurs mois, grâce à vous, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour le quart d'heure américain que vous retrouvez dans Smart Bourse en direct entre 13h30 et 14h, le soir à 17h45 et en replay, évidemment, sur bismart.fr.